L'analyse intitulée Manque et désir, vide et plein porte sur la mécanique psychique du manque. L'étude se concentre spécifiquement sur le degré 2 de conscience, un état clinique où le vide intérieur génère un cycle continu de quête externe. L'objectif de ce décryptage est d'isoler ce processus pour en comprendre l'origine et les implications pathologiques. Cette progression clinique s'articule autour de 5 axes. Nous allons aborder la naissance du manque, les mécanismes du désir, le lien entre l'ombre et le narcissisme, les manifestations cliniques et enfin les mouvements thérapeutiques. Première partie, la naissance du manque. Pour appréhender l'étiologie du manque, il est nécessaire d'observer les tout premiers stades de l'existence humaine. In utero, l'absence de manque est absolue. Les besoins de température, de nutrition et de présence sont comblés avant même que l'organisme ne puisse les percevoir. La naissance, marquée par la section du cordon ombilical, instaure une rupture structurelle. L'organisme expérimente alors de façon simultanée le froid, la faim et la séparation. Cet événement constitue le premier chaos émotionnel, inscrivant le manque comme une donnée permanente de la condition humaine. Face à cette béance, l'appareil psychique élabore une réponse spécifique. Le désir doit être défini de manière stricte, comme une réaction défensive au manque. Il s'agit d'une tentative de projeter vers l'extérieur la résolution d'un vide interne. Cette dynamique est vouée à l'échec, car les objets externes ne possèdent pas la capacité de colmater une faille structurelle interne. Deuxième partie, les mécanismes du désir. La psychanalyse fournit des modèles théoriques pour analyser cette pathologie. Jacques Lacan a formalisé le concept de l'objet petit a. Il est fondamental de noter que cet élément ne constitue pas la cible du désir, mais sa cause structurelle. Il incarne la trace d'une plénitude originelle, désormais perdue et définitivement inaccessible. L'être humain se révèle structurellement incomplet. C'est précisément cette inaccessibilité qui maintient l'appareil psychique en mouvement. Le fonctionnement de ce mécanisme se résume dans cette formulation de Jacques Lacan, stipulant que le désir est une métonymie du manque à être. Le sujet cherche en permanence l'être à travers l'avoir. Il vise un objet, parvient à l'obtenir, mais constate que l'insatisfaction persiste. L'objet petit a s'est simplement déplacé vers une nouvelle cible. Le désir glisse ainsi d'un élément à l'autre, sans jamais parvenir à résoudre la carence ontologique de base. Sigmund Freud complète cette lecture en distinguant deux modes de fonctionnement pulsionnel. Le principe de plaisir caractérise le degré 2 de conscience. L'organisme y recherche une décharge immédiate de l'attention, favorisant la réactivité et le retour au chaos émotionnel. Le principe de réalité implique au contraire une rencontre directe avec le monde limitant. Il exige la capacité de tolérer la frustration et de différer la satisfaction. Le passage de l'un à l'autre représente une maturation psychique inévitable. Troisième partie, l'ombre et le narcissisme. Les complications surgissent lorsque ce manque inhérent n'est pas accepté. L'approche de Carl Gustav Jung permet d'identifier la notion d'ombre. Celle-ci rassemble les aspects refusés ou refoulés de l'individu. Elle agit comme le réceptacle de la vulnérabilité humaine, de la dépendance et de la finitude. Lorsque ces éléments sont niés, ils ne disparaissent pas, mais dictent le comportement de manière inconsciente. L'évitement de l'ombre alimente directement les troubles narcissiques, incitant le moi à construire une façade pour dissimuler sa fragilité. L'observation clinique distingue 3 catégories de relations face au manque structurel. La névrose ordinaire correspond à l'acceptation de cette limite. Le frottement entre les aspirations individuelles et la réalité génère une tension considérée comme tolérable. La névrose douloureuse apparaît quand le moi s'avère trop fragile. Le manque est perçu, mais le contact avec la réalité devient insupportable. La psychose se caractérise par un déni complet du manque et un refus total de la réalité. L'absence d'intégration de l'ombre et l'allégeance aux loyautés familiales conduisent au totalitarisme psychique. La norme héritée par l'individu s'érige en norme universelle et absolue. Le sujet opère un clivage strict, projetant le blâme et la honte sur toute personne s'écartant de ce cadre rigide. Quatrième partie, les manifestations cliniques. Un individu figé dans le degré 2 de conscience présente une symptomatologie observable dont l'orgueil défensif est le trait majeur. Cette armure vise à masquer la peur du vide intérieur. Les signes cliniques incluent le rejet systématique de l'aide, une rigidité marquée face à la critique, le déni de la dépendance affective et un mépris prononcé pour la vulnérabilité chez autrui. Les comportements addictifs illustrent l'application pratique de la métonymie du désir. Ces stratégies visent un soulagement temporaire qui perpétue invariablement le vide. L'usage de substances anesthésie la sensation de manque. La surconsommation d'écran organise une fuite face à la solitude. Le surinvestissement par le travail sert de preuve narcissique. Les achats compulsifs procurent l'illusion éphémère d'exister. Chaque cycle renforce la pathologie sous-jacente.
La signature physiologique du degré 2 se manifeste par un état polyvagal d'activation sympathique chronique. Le système nerveux est mobilisé en permanence, trahissant une peur profonde de rencontrer le monde limitant. Le chaos émotionnel originel maintient son emprise sur la biologie du sujet. Cinquième partie. Les mouvements thérapeutiques. La transition thérapeutique vers le degré 3 exige de substituer la logique réactive du désir par la pleine conscience du besoin. Le désir opère selon une orientation externe, formulée par l'injonction de vouloir. Le besoin procède d'une orientation interne. La connexion au véritable besoin génère un sentiment dynamisant de plénitude, s'opposant à la douleur carentielle du désir. Le traitement s'organise selon 5 mouvements séquentiels. Il convient d'abord de reconnaître le manque, puis de regarder l'ombre avec lucidité. Le 3e mouvement orchestre le passage du désir vers le besoin. La 4e étape nécessite la régulation du système sympathique. Le processus s'achève par le développement de la pensée complexe, condition requise pour tolérer l'ambivalence du réel. La méthode clinique s'appuie sur des outils précis pour ancrer ces transformations. La harpe polyvagale permet l'évaluation et la modulation du système nerveux autonome. La communication non violente soutient la formulation des besoins profonds. Le cahier des leçons de vie matérialise l'intégration psychique entre les différentes séances thérapeutiques. La logique clinique du cas de référence indique une synthèse fondamentale démontrant que la sécurité ne se trouve pas, elle se construit. Cette élaboration s'opère obligatoirement de l'intérieur et non par le biais de validations externes. Tant que l'individu cherche à combler son vide par l'environnement matériel ou relationnel, il maintient son état de dépendance. Ce parcours impose une considération structurelle finale. Il convient de déterminer si le sujet est prêt à accepter l'inconfort inhérent à la névrose ordinaire. L'accès à la véritable plénitude du besoin exige au préalable d'intégrer pleinement les limites de la condition humaine. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria, Parle pour être.